Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire espagnole étonnamment assez peu connue en France, l'affaire Francisco García Escalero, aussi surnommé le tueur de mendiants. Alors, la plupart des sources disponibles sur cette histoire sont en espagnol et elles ne sont en plus pas très fournies ni toujours fiables, voire même contradictoires. Donc désolée d'avance pour les moments où ça manque un peu de précision, j'ai quand même tenu à faire une vidéo sur ce sujet parce que cette affaire soulève plusieurs points intéressants et je trouve qu'elle mérite d'être racontée. Mais avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous présenter son partenaire que vous avez l'habitude maintenant de voir sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'HelloFresh. Si jamais vous ne connaissez pas encore HelloFresh, c'est un service de livraison de recettes à domicile. Chaque semaine, vous recevez des recettes chez vous avec tous les ingrédients nécessaires pour les préparer. Il vous suffit d'aller sur le site ou sur l'application pour choisir le nombre de plats et pour combien de personnes vous souhaitez les préparer. Il y a une très grande diversité de recettes au menu chaque semaine avec plusieurs catégories, les plats rapides à préparer, ceux qui sont basse calories, les végétariens, la cuisine familiale, etc. À titre personnel, j'utilise HelloFresh depuis plus de 2 ans maintenant, donc j'ai assez de recul sur l'expérience pour pouvoir vous en parler. Et franchement, j'adore le service. J'ai plus cet éternel problème de pas savoir quoi faire à manger, ni à me casser la tête pour trouver des choses qui cassent la routine. Ça permet de manger varié et équilibré. En plus, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bon. En tout cas pour moi qui vis en région parisienne, avec la box, je reçois des ingrédients de saison qui ont du goût, contrairement à ce que je trouve dans les petits supermarchés près de chez moi, et pour un prix franchement égal. En plus, on reçoit pile les quantités nécessaires pour la recette. Plus besoin d'acheter une énorme quantité d'un ingrédient qui ne vous servira qu'une fois, donc moins de gaspillage. L'abonnement à HelloFresh est flexible et sans engagement, donc vous pouvez facilement suspendre les livraisons si jamais vous vous absentez de chez vous. Avec le code SONIAAvril, vous pouvez commander votre box à moins de 3 € par repas, plus 3 cadeaux surprises. L'offre est valable en France et Benelux pour les nouveaux clients, mais aussi pour ceux qui ont annulé leur abonnement depuis plus d'1 an. Encore merci à HelloFresh de me faire confiance et de sponsoriser cette vidéo. Et sans plus attendre, on va passer à notre sujet du jour. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 19 septembre 1993 à Madrid. Les températures sont encore très élevées et les habitants cherchent un peu de fraîcheur dans les nombreuses zones de verdure de la capitale espagnole. Le cimetière de la Almudena, le plus grand de la ville, est justement un endroit très boisé, idéal pour les personnes à la recherche d'un peu de fraîcheur. Mais ce jour-là, une découverte macabre vient briser la tranquillité des lieux. Le cadavre calciné d'un homme est découvert à quelques centaines de mètres du cimetière. La victime a le crâne fracassé et le corps est méconnaissable. Pour découvrir l'identité de cet homme et essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver, il faut revenir 2 jours en arrière avec l'évasion de l'hôpital psychiatrique Alonso Vega de 2 patients, Francisco García Escalero et Víctor Luis Criado. Alors que la police espagnole est en état d'alerte, ils reçoivent l'appel troublant d'un hôpital de Madrid. Un dénommé Escalero, l'un des 2 évadés, vient d'être admis après avoir tenté de mettre fin à ses jours en se jetant sous une voiture et il a fait des révélations inquiétantes. Alors avant de continuer, j'aimerais commencer par rapidement vous présenter notre homme. Francisco García Escalero est né à Madrid le 24 mai 1954. Il a grandi dans un quartier très pauvre situé à quelques centaines de mètres de l'énorme cimetière de la Almudena, un des plus grands de toute l'Europe.
Vous allez le voir, la proximité de ce cimetière va d'ailleurs jouer un rôle très important dans son développement. La famille Escalero est très pauvre, le père travaille comme maçon et la mère fait quelques ménages pour arrondir les fins de mois, mais ça ne suffit pas vraiment à subvenir à leurs besoins et leur qualité de vie n'est franchement pas bonne. Francisco a un frère sur qui on a peu d'informations, on sait seulement qu'ils partagent une chambre et qu'ils dorment dans le même lit. Cette chambre que les deux frères partagent est vétuste et la décoration plus que sommaire. Seul un cadre représentant une scène religieuse y est accroché. Dans l'Espagne des années 50, la religion catholique est en effet encore plus prédominante qu'aujourd'hui et on trouve des décorations religieuses dans la majorité des foyers. Francisco est un garçon timide à la santé fragile qui a du mal à se sociabiliser avec les autres enfants de son âge. Ses parents décrivent sa personnalité comme étrange et mélancolique. On peut pas non plus dire que c'est un bon élève et il ne va d'ailleurs presque pas à l'école. Comme ses parents ne peuvent pas accompagner les enfants à l'école, il les laisse y aller seuls dès leur plus jeune âge. Mais si son frère semble se rendre en cours, ça n'est pas le cas pour Francisco, qui préfère de loin jouer dans les rues ou se promener dans le cimetière. C'est vraiment un endroit où le garçon adore s'y promener, surtout de nuit. Il dit qu'il y trouve la paix et la tranquillité. C'est aussi un refuge contre les coups de son père, qui se montre très souvent violent et qui bat régulièrement ses fils. Il arrive carrément à Francisco de passer des nuits entières là-bas, il préfère dormir au milieu des tombes plutôt que de rentrer chez lui. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu chez un autre tueur en série dont je vous ai pas mal parlé, Richard Ramirez. Pour ceux qui connaissent son histoire, que j'ai racontée en vidéo et dans mon livre, vous allez voir qu'il y a quelques similitudes entre lui et Escalero. Vous l'aurez compris, Francisco a donc reçu très peu d'éducation et le temps qu'il passe à errer dans ce fameux cimetière va aggraver des pulsions suicidaires qu'il ressent dès l'âge de 10 ans. Le garçon se serait même jeté sous les roues de véhicules en marche à plusieurs reprises depuis son enfance. Sa santé mentale, déjà visiblement très fragile, va empirer au fil des années et il commence à commettre des délits très jeunes. Le jeune Francisco développe en effet une obsession vraiment malsaine, le voyeurisme. Il prend l'habitude d'espionner les femmes et des couples par la fenêtre la nuit tout en se masturbant. C'est aussi à cette période-là qu'il développe des délires de persécution. Il est persuadé que les voisins parlent de lui, qu'ils l'observent, qu'ils lui veulent du mal. Il ne sort d'ailleurs plus sans son couteau, probablement à ce moment-là plus pour se défendre contre une éventuelle attaque que dans le but d'agresser. Alors qu'il a seulement 14 ans, Francisco quitte le domicile familial et se met à commettre des vols pour survivre et surtout pour financer ses addictions. Il boit de plus en plus et consomme au moins 1 litre de vin par jour et prend également de nombreuses drogues, cocaïne, LSD, narcotiques, tout y passe. Il passe désormais toutes ses nuits dans le cimetière de la Almudena et c'est sous l'influence des drogues, selon ses propres dires, qu'il va commencer à déterrer des corps et utiliser les cercueils vides pour dormir. Cette fascination morbide grandissante marque un véritable tournant dans la carrière criminelle d'Escalero, qui commet des délits de plus en plus graves, parfois accompagnés d'autres sans-abri qu'il fréquente. En 1973, Escalero est placé en maison de correction après avoir volé une moto. À sa sortie en 1975, il reprend ses anciennes activités, mais cette fois il va jusqu'au crime. Vous commencez à le savoir, mais l'incarcération favorise malheureusement très souvent une aggravation des actes par la suite, car la prison n'est pas, et n'était pas, surtout à cette époque, un lieu qui aide à se stabiliser et à se réinsérer par la suite. Et donc là, à sa sortie, il participe au viol collectif d'une jeune femme avec des amis à lui, pas loin du cimetière. C'est un crime particulièrement sordide et les agresseurs forcent même le fiancé de la victime à la regarder se faire violer à plusieurs reprises. La seule bonne nouvelle, c'est que suite à cette agression, le témoignage du couple a permis de mener à l'interpellation d'Escalero. On n'a pas plus d'informations concernant les autres, mais il est probable que plusieurs d'entre eux aient été arrêtés également. Escalero est condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour le viol de cette jeune femme, et c'est cette incarcération qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur sa santé psychique.
On sait que durant son séjour en prison, les prisonniers avaient tendance à l'éviter. En effet, on disait que son comportement était erratique, vraisemblablement causé par de nombreuses hallucinations auditives qui inquiètent beaucoup. Il lui arrivait très souvent de se parler à lui-même et de devenir violent. Il fait également de nombreux allers-retours dans des hôpitaux psychiatriques où on lui diagnostique rapidement un trouble psychotique. Pourtant, personne ne s'inquiète de sa dangerosité. À ce qu'on sache, il n'a pas encore commis de meurtre à ce moment-là, mais il parle librement de ses pulsions violentes et il fait des aveux inquiétants au psychiatre. Il dit notamment aimer garder dans sa cellule des oiseaux morts, qu'il appelle même ses meilleurs amis. Autre anecdote importante à mentionner, Escalero se fait de nombreux tatouages en prison, comme par exemple « Né pour souffrir ». Donc clairement son attrait pour tout ce qui touche à la mort est toujours bien présent et continue de se développer. La suite de son parcours est un petit peu plus floue puisque certaines sources disent qu'il serait sorti de prison en 1984, d'autres en 1986. Comme je vous l'ai dit en introduction, cette affaire est très peu documentée et les informations sont donc assez difficiles à vérifier. Quoi qu'il en soit, à sa sortie de prison, Escalero serait retourné vivre chez ses parents. Entre-temps, son père est devenu paraplégique, peut-être dû à un accident de travail étant donné qu'il était maçon, et il passe toutes ses journées à l'été. Escalero tente par différents moyens d'aider sa famille et de subvenir à leurs besoins, mais ses antécédents judiciaires le freinent, il ne trouve pas de travail et il ne peut pas non plus passer son permis de conduire. Et puis après le décès de son père, Escalero retourne dans la rue et se met de nouveau à mendier. Il ne rendra plus jamais visite à sa mère. Et puis sa consommation d'alcool et de drogue devient hors de contrôle. Il boit désormais 2 à 3 litres d'alcool par jour. Alors forcément, ces addictions ne font qu'aggraver ses troubles psychotiques et les voix deviennent de plus en plus insistantes. D'après lui, elle lui dirait de profaner des tombes et de commettre des crimes. Et un peu comme partout où il va, il fait peur à tout le monde. Les autres sans-abri avec qui il traîne le surnomment El Loco, le fou, et il se bat d'ailleurs très régulièrement avec eux. C'est en août 1987 que Francisco García Escalero fait sa première victime officielle. Paula Martinez, une prostituée toxicomane, est retrouvée décapitée et brûlée. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais Escalero, toujours sous l'influence des voix et des drogues, se serait en fait baladé avec la tête de la jeune femme dans un sac pendant une journée entière, avant de finir par s'en débarrasser dans un puits. En mars 1988, Escalero frappe à nouveau et tue un sans-abri du nom de Juan Baeza. Cette fois, il poignarde sa victime avant de lui fracasser la tête avec un rocher de plus de 30 kilos. Un an après, en 1989, un autre sans-abri, surnommé Angel, est à son tour retrouvé à moitié décapité, avec le bout des doigts manquant. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de tous ces crimes, surtout parce que son mode opératoire est sensiblement le même à chaque fois. Il passe des heures à boire et à prendre des drogues avec ses victimes avant de les poignarder. Il détruit également très souvent leur visage ou les décapite et leur coupe le bout des doigts pour rendre l'identification plus difficile. Il lui arrive également de commettre des actes de nécrophilie et parfois même de prélever certains organes sur ses victimes pour les goûter. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Escalero cumulait pas mal de paraphilie et de déviance extrêmement glauques. J'y reviendrai. En parallèle, Escalero continue de profaner des tombes et surtout d'entrer et sortir volontairement de plusieurs hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire qu'entre ses crimes, il se faisait volontairement interner quelque temps avant de ressortir et de recommencer à tuer sans que personne ne le soupçonne. Alors il y a eu beaucoup de séjours en psychiatrie, donc je vais pas tous vous les énumérer, mais je vais en mentionner certains qui me semblent être pertinents. Le 15 décembre 1990, alors qu'Escalero a déjà fait plusieurs victimes, il est admis à l'hôpital psychiatrique provincial de Madrid. Là-bas, il avoue à un psychiatre ressentir des pulsions meurtrières et dit qu'il peut d'ailleurs pas partager une chambre avec un autre patient parce que la simple présence de quelqu'un à côté de lui déclenche en lui l'envie de tuer. Il est malgré tout autorisé à sortir quelques mois plus tard.
Passons maintenant au 31 mars 1992. Escalero a déjà fait une dizaine de victimes au moment où il se rend à l'hôpital Gregorio Marañón. Il dit à un médecin qu'il va mal, que quand il mélange l'alcool et la drogue, il perd complètement le contrôle et qu'il a peur de céder à nouveau à ses pulsions meurtrières. Il est immédiatement envoyé dans un centre psychiatrique, mais malgré ça, il repart le lendemain car les docteurs considèrent que les crimes qu'il a avoués sont des mensonges et qu'il fait ça uniquement pour ne pas être à la rue. Le médecin ira même jusqu'à dire qu'il y a une absence de troubles psychopathologiques aigus justifiant son admission. Quelques mois plus tard, Escalero contacte lui-même la police car il se sent en danger. D'après lui, ses voisins se seraient mis d'accord pour le tuer et il a peur pour sa vie. De nouveau, il est placé dans un centre psychiatrique et ressort peu de temps après. En février 1993, Escalero est surpris en train de déterrer des corps dans le cimetière de la Almudena et de se masturber devant eux. Il est arrêté par les policiers et cette fois les médecins avertissent le juge de la dangerosité d'Escalero et tentent de le faire admettre dans un centre spécialisé. Mais, vous avez deviné la suite, Escalero est libéré malgré tout. Donc pendant plusieurs années, Escalero va entrer et sortir de plusieurs hôpitaux et de plusieurs centres psychiatriques. Même si, on le sait, de nombreux corps de sans-abri sont retrouvés à travers Madrid, et notamment auprès du fameux cimetière de la Almudena, personne ne fait le lien entre tout ça et Francisco García Escalero. Il faut dire que les victimes n'intéressent pas grand monde, ce sont des marginaux, des toxicomanes, des alcooliques. Bref, la police n'a probablement pas très envie de perdre son temps à enquêter sur ces meurtres qui sont pourtant atroces. Mais tout va basculer le 17 septembre 1993. Ce matin-là, Francisco García Escalero se réveille dans un centre psychiatrique où il se trouve après une hospitalisation volontaire. Il retrouve Víctor Luis Criado, un compagnon qu'il connaît bien. Lui aussi est un sans-abri, habitué du quartier autour du cimetière et qui s'est également retrouvé interné. On ne sait pas exactement pourquoi ni comment ils échafaudent soudain un plan d'évasion, mais toujours est-il qu'ils parviennent à échapper à la vigilance des soignants pour s'enfuir. Une fois dehors, ils n'ont qu'un seul objectif, boire de l'alcool et consommer des drogues. Cette débauche va durer presque 48 heures non-stop, jusqu'à un basculement terrible. Soudain, Francisco s'empare d'une pierre et la fracasse sur la tête de Victor, sans raison particulière. Le sans-abri n'a pas le temps de réagir, les os de son crâne cèdent, il perd connaissance en quelques instants. Escalero, lui, ne perd pas de temps, il a désormais l'habitude et suit son plan habituel. Il se saisit de quelques morceaux de papier qu'il rassemble autour du corps de son ancien ami et allume un feu pour tenter de faire disparaître le corps. Quelques heures plus tard, Escalero, là encore pour une raison un peu obscure, se jette sous les roues d'une voiture. S'agit-il d'une nouvelle tentative de suicide ou peut-être d'une forme de flagellation? Après son admission à l'hôpital, Francisco avoue aux infirmières avoir tué Víctor Luis Criado et les supplie de l'arrêter pour éviter qu'il ne recommence. Les policiers qui sont prévenus font très vite le lien avec le cadavre calciné retrouvé à côté du cimetière de la Almudena et procèdent enfin à l'arrestation d'Escalero. Lors de son interrogatoire, qui va d'ailleurs être très court, Escalero passe immédiatement aux aveux. Je l'ai tué. Nous buvions dans le parc à côté du cimetière et nous prenions des pilules. Mon corps les réclamait pour que je puisse mieux parler. J'ai pris une pierre et je l'ai frappée à la tête. Je l'ai brûlée avec des journaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir l'esprit vide, comme si j'étais mort. Au vu du mode opératoire, la police fait rapidement le lien avec tous les autres meurtres de sans-abri non élucidés. Et quand ils interrogent Escalero là-dessus, le suspect ne cherche pas à nier, au contraire. Il raconte avec un plaisir non dissimulé chacun des 11 meurtres un à un. Il donne des détails affreux et explique comment, par exemple, il a arraché le pénis d'une de ses victimes et l'a mis dans sa bouche alors que le pauvre homme était encore en vie. Ou encore comment il a arraché le cœur d'un autre sans-abri pour le manipuler et croquer dedans. Il avoue même 3 meurtres supplémentaires dont la police n'avait pas connaissance, mais faute de corps, les policiers ne pourront jamais lui attribuer ces crimes. Et même s'il parle avec beaucoup de détails de ses actes,
Il précise qu'il n'éprouvait aucun plaisir à tuer, c'était les actes sexuels commis après sur les corps sans vie de ses victimes qui lui procuraient du plaisir. Au final, Francisco García Escalero a agi en toute impunité pendant plus de 7 ans, de 1987 à 1993, et il a fait au moins 11 victimes sans que personne ne le soupçonne. En 1995, Escalero est jugé irresponsable de ses actes et il n'y a donc pas de réel procès. Les experts psy lui diagnostiquent un trouble schizophrénique potentiellement aggravé par son addiction à l'alcool et aux drogues. Il est interné à l'hôpital psychiatrique de Fontcalent et d'après les soignants, c'est un patient discret et sérieux qui ne s'est plus jamais montré violent après son arrestation. Francisco García Escalero est mort en août 2014 à l'âge de 69 ans, mais les causes de son décès ne sont pas certaines. Certains disent qu'il aurait eu une crise cardiaque, d'autres qu'il se serait étouffé avec une prune. Officiellement, l'autopsie n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès et les circonstances de sa mort resteront finalement tout aussi floues que sa vie de manière générale. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir rapidement sur le portrait psychologique de Francisco García Escalero parce que, vous allez le voir, il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par le plus évident, la schizophrénie. Si tout au long de la vie d'Escalero, les professionnels de santé ont parlé de troubles psychotiques, lors de son procès, le diagnostic s'est affiné en schizophrénie. Mais alors avant toute chose, je tiens à rappeler que la schizophrénie ne fait pas des personnes qui en sont atteintes des personnes dangereuses, encore moins des meurtriers ou des tueurs en série. La réalité des faits, je vous le dis à chaque fois, mais tant pis si je me répète, c'est que ce sont des personnes qui sont bien plus souvent à risque d'être victimes d'actes violents que de les commettre. D'autre part, quand il y a violence, le plus souvent c'est auto-agressif, c'est-à-dire que ce sont des violences qui sont tournées vers soi-même. Ici, dans cette vidéo, je vais vraiment parler d'un cas hors norme qui ne constitue pas une représentation des personnes atteintes par ce trouble. Dans le cas de Francisco García Escalero, la maladie n'a pas correctement été soignée, on n'a pas de données concernant un potentiel traitement, alors peut-être qu'il a reçu des médicaments ponctuellement lors de certaines hospitalisations, mais en aucun cas ça a permis à un traitement d'être stable et adapté à son cas. À cela se sont ajoutées des addictions à l'alcool et aux drogues qui, c'est bien connu, font très mauvais ménage avec la schizophrénie. En plus, pour Escalero, visiblement, les symptômes de ce trouble, ils allaient vers un versant paranoïaque, il était très souvent convaincu qu'on lui voulait du mal, il se sentait observé, bref, il était sans doute constamment en état d'hypervigilance et plutôt tourné vers l'agressivité. Alors on pourrait supposer que les meurtres sont arrivés dans ce contexte d'idées délirantes parce que à chaque fois il était sous l'influence de substances consommées hyper excessivement et ça mélangé à la schizophrénie, ça a pu le pousser à vouloir se défendre d'ennemis qu'il voyait dans les personnes qui côtoyait. Mais il y a quelques petits trucs qui clochent. Déjà un point à mentionner dans tout ça, c'est les tentatives d'effacer l'identité des victimes parce que ça montre qu'Escalero avait conscience du côté répréhensible de ses actes. Il va tenter de masquer tout ce qui permet d'identifier une victime pour ne pas lui être relié, donc avec les décapitations ou les mutilations au visage, pareil pour les doigts coupés. Et donc ça laisse quand même supposer qu'il avait un certain lien avec le réel et qu'il n'était pas complètement déconnecté de la réalité. Mais malgré ça, la sévérité des troubles psychiatriques d'Escalero est indéniable et on comprend assez bien qu'il a été jugé non responsable de ses actes sur le plan pénal, évidemment. Il n'est pas question de renier sa responsabilité factuelle dans les meurtres. Un psychiatre l'ayant examiné avant le procès a même déclaré « L'esprit d'Escalero est un paradigme de la folie ». D'ailleurs, pour aller un petit peu dans ce sens, il est intéressant de noter qu'après sa dernière arrestation et qu'Escalero ait enfin reçu un diagnostic de la pathologie ainsi qu'un traitement adéquat, il ne s'est plus montré violent durant le reste de sa détention et ce jusqu'à sa mort. Au-delà de la schizophrénie, je pense qu'il faut aussi noter les tentatives de suicide récurrentes dans la vie d'Escalero, toujours dans des circonstances assez similaires, à savoir le fait de se jeter sous les roues d'une voiture en marche.
C'est vraiment quelque chose qui est revenu à pas mal de reprises dans sa vie, et depuis son plus jeune âge, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Là-dessus, malheureusement, et comme pour à peu près tout dans cette histoire, on a très peu d'informations. Cela dit, ce que je peux m'avancer à dire, c'est que ça semble faire partie d'un trouble du contrôle des impulsions, ce qu'on appelle un TCI, qui est un trouble faisant partie du spectre plus large des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui motivait ce trouble. Est-ce que c'était vraiment les envies suicidaires ou est-ce que c'était plus de l'autoflagellation qui pourrait par exemple découler de son éducation ultra religieuse. Je vous ai mentionné des similitudes entre son cas et celui de Ramirez et cette culture dans laquelle ils ont tous les deux grandi et qu'ils ont voulu rejeter en fait partie. Ensuite, je vous avais dit qu'on reviendrait sur les paraphilies et les déviances, bien spécifiques dans ce cas. Je m'excuse d'avance, ça va pas forcément être une partie de plaisir, mais bon. On va commencer avec la plus évidente, la nécrophilie. La pulsion sexuelle est quelque chose de indissociable du cas d'Escalero. Je rappelle qu'il a commencé par des comportements voyeuristes quand il était vraiment très petit et qui ont ensuite été suivis par des agressions sexuelles et des viols, qui ont ensuite carrément évolué en actes nécrophiles. Escalero n'était encore qu'un adolescent quand il a commencé à déterrer des corps pour se masturber dessus. On note aussi que toutes ces victimes de meurtre, ou presque, ont subi des actes nécrophiles, donc clairement la pulsion sexuelle est liée au meurtre, c'était pas que motivé par l'envie de se défendre dû au délire paranoïaque. On va aussi dire quelques mots du cannibalisme parce que c'est quand même l'aspect qui a le plus marqué les esprits et surtout qui a été beaucoup mis en avant par la presse dans cette affaire, bien qu'en réalité c'est pas franchement l'élément principal parce qu'il semble que c'est arrivé uniquement de manière ponctuelle. En fait, c'est surtout intéressant de voir que c'est ce point qui a été choisi par les médias pour être mis en avant même la nécrophilie. Et ça, j'imagine que c'est dû au tabou autour du cannibalisme. On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais l'anthropophagie, c'est vraiment l'un des tabous ultimes. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en avais pas mal parlé dans la vidéo sur l'histoire de l'île de Nazino, que je vous remets juste ici. Bon. Après avoir parlé de tous ces éléments, je crois qu'on peut se permettre de pointer du doigt les failles de tout un système. Tout d'abord celle du système psychiatrique qui n'a pas su reconnaître la dangerosité d'Escalero. À plusieurs reprises quand même, on a vu des psychiatres et des médecins qui n'ont pas été capables d'identifier la dangerosité d'Escalero alors que lui-même alertait tout le monde sur ses pulsions et sa peur d'y céder à nouveau. Et puis au-delà de ça, le système judiciaire lui aussi est en cause. Je vous ai dit qu'un signalement avait été fait à un juge par des médecins qui, eux, cette fois, avaient pris au sérieux son cas, mais ça n'a pas été écouté et il n'a pas été interpellé. Pareil du côté de la police et des enquêteurs qui n'ont pas fait le lien entre les nombreux cadavres découverts dans le périmètre du cimetière et Escalero qui s'est fait prendre à plusieurs reprises dans ce même cimetière à déterrer des corps et à se masturber dessus. Est-ce que c'est parce qu'on a regardé trop de documentaires sur des affaires comme ça? Mais je sais pas, le lien me semblait quand même assez évident. S'il n'y avait pas eu toutes ces défaillances-là, je pense que de nombreuses victimes auraient pu être épargnées. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. C'était pas évident de trouver des informations fiables à vous donner, donc Juliette et moi avons tenté de faire de notre mieux. On espère que notre travail sur cette affaire vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Merci encore à HelloFresh d'avoir été notre partenaire pour cette vidéo. N'oubliez pas le code SoniaAvril pour commander votre box. Vous pourrez retrouver le lien dédié en barre d'infos. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. From this nightmare I've been living in. Will you whisper in